Bonjour à tous et à toutes. Je tiens tout d'abord à remercier la Société d'horticulture de France de m'avoir convié à ce cycle autour des légumes et de me permettre d'aborder la question de la consommation des légumes en Occident, du Moyen Âge à nos jours. Et dans un premier temps, je voudrais citer un ouvrage important sur la question des légumes, qui est celui de Georges Gibault, Histoire des légumes, publié en 1912. Georges Gibault a été bibliothécaire de la Société nationale d'horticulture de France et encore aujourd'hui, ce livre est une véritable mine d'informations sur l'origine d'un certain nombre de légumes usuellement consommés en France. L'histoire des légumes a été assez peu travaillée par les historiens du monde rural, qui ont surtout privilégié les céréales, la vigne et l'élevage, assez peu également par les historiens des cultures de l'alimentation, souvent pour des questions de sources plus difficiles d'accès. Donc, ce que nous allons voir dans un premier temps, c'est l'importance des légumes dans l'alimentation quotidienne de l'immense majorité de la population, car les légumes devraient avoir une place centrale dans une histoire des cultures de l'alimentation occidentale. En effet, les légumes, nous allons les retrouver dans les soupes, les potées et les porées. Porée a plusieurs sens à l'époque médiévale. Porée peut être synonyme de poireau. Porée peut être synonyme de blette. Et porée peut également évoquer des hachis, une forme de hachis de légumes verts, un plat assez habituel à l'époque médiévale. Mais le plat le plus présent et le plus emblématique de la consommation des légumes, c'est la soupe, à tel point que soupe, usuellement, évoque le repas, est quasiment synonyme de repas à l'époque médiévale, moderne, et encore aujourd'hui dans des expressions courantes. La soupe a l'avantage de pouvoir utiliser tous les légumes, y compris les légumes abîmés, les légumes qui ont pu être touchés par le gel, qui ne peuvent pas être vendus sur le marché, peuvent terminer dans la soupe. La soupe permet d'avoir une alimentation réconfortante, roborative, qui cale l'estomac. La soupe chaude est réconfortante. La soupe peut être euh, un petit peu associé à de la viande, une tranche de lard par exemple, à de la graisse, du beurre bien rance qui permet de donner un supplément de goût et qui peut permettre de multiplier après les assiettes qui vont être servies aux membres de la famille. La soupe, vous avez ici une nature morte qui représente bien l'importance de la soupe dans l'alimentation quotidienne, avec un chou qui est particulièrement visible. Le chou étant le légume emblématique du potager pour l'époque médiévale et l'époque moderne. Lorsque dans l'iconographie, on veut représenter les légumes, c'est très souvent un chou qui est mis en avant. Soupe, à l'origine, désigne la tranche de pain rassis sur laquelle on va verser le bouillon de légumes. C'est le cas à l'époque médiévale, c'est encore le cas au tout début de l'Ancien Régime. Puis, soupe va prendre le sens des légumes tels que nous l'utilisons aujourd'hui. C'est donc sur la tranche de pain rassis que l'on verse le bouillon de légumes, et c'est de là que vient l'expression française être trempé comme une soupe. L'avantage de la soupe trempée par le bouillon de légumes, c'est de rendre comestible le pain rassis et cette tranche de pain qui va s'imbiber du bouillon de légumes va permettre un processus de mastication et ce processus de mastication va provoquer un effet bénéfique, un effet physiologique qui est celui de satiété. Donc, la soupe et le pain sont liés et entrent totalement dans le cadre d'une culture de la faim où l'objectif, c'est de ne plus ressentir la faim et de se caler l'estomac.
Ces légumes sont assez peu connus en histoire parce qu'une grande partie de ces légumes proviennent du jardin de subsistance, et on a peu de sources directes sur les légumes qui étaient cultivés dans ces jardins. Et pourtant, au cœur de l'alimentation quotidienne, on a donc ce jardin de subsistance. On peut partir de cette gravure représentant un ecclésiastique, un ermite, Saint Fiacre. Saint Fiacre est le saint patron des jardiniers. Il est représenté dans son ermitage, et le jardin qui est représenté ici est un jardin de subsistance et qui peut se rapprocher de ce qu'était un jardin paysan. Vous avez donc, dans ce jardin, tout d'abord des choux. Vous avez des choux représentés à plusieurs stades de leur maturité gustative. Le chou, l'avantage du chou, c'est qu'on peut en avoir toute l'année. Et le chou conservé en saumure peut être également conservé une grande partie de l'hiver, comme par exemple l'usage de la choucroute dans l'est de la France. Outre les différents choux donc représentés ici, vous avez également des légumes racines, des raves et des panais qui ont déjà été récoltés. Les légumes racines sont importantes dans l'alimentation quotidienne, car ces légumes racines permettent d'avoir des légumes de garde et des réserves alimentaires. Vous avez également récolté déjà des fèves, donc des légumineuses. Les légumineuses sont également essentielles dans l'alimentation quotidienne parce que les légumineuses sont des légumes de garde. Les légumineuses peuvent alourdir et enrichir un pain. Les légumineuses peuvent également enrichir et alourdir une bouillie. On peut également les consommer sous forme de potée ou les consommer dans la soupe. Donc, les légumineuses sont essentielles dans ces régimes alimentaires. Vous avez également, autre végétal de présent, des pommes. La pomme est également un fruit de garde avec une période de consommation qui peut être très importante. C'est un fruit coupe-faim. Donc, c'est également un végétal qui entre dans cette culture de la faim, qui est un cadre mental essentiel entre le Moyen Âge et la première moitié du XXe siècle. On a un régime alimentaire qui repose essentiellement sur des légumes de garde dans le cadre de réserves alimentaires. Et dans ce jardin, vous avez également des herbes aromatiques qui sont plantées le long des plates-bandes. Ces herbes aromatiques sont également des herbes médicinales, c'est-à-dire qu'elles servent à la fois à aromatiser la soupe, ce qui veut bien dire que l'on a une soupe qui n'est pas monotone, on n'a pas le même goût en fonction des saisons, mais ces plantes aromatiques jouent également un rôle important dans la pharmacopée classique pour se soigner sous forme de tisane ou sous forme de décoction. Par exemple, la sauge. La sauge est à la fois une herbe aromatique, mais également une herbe médicinale. On dit que la sauge sauve, qui montre bien les propriétés médicales qui sont associées à cette plante aromatique. Ce jardin de subsistance joue un rôle essentiel qui a bien été compris par les contemporains. On le voit par exemple lorsque nous avons des témoignages concernant le siège de ville. Là, les habitants de la ville comprennent l'importance d'un jardin pour pouvoir survivre. Nous avons ici le témoignage du siège de Paris en 1590, où les bourgeois parisiens comprennent l'importance de ces jardins qui produisent des herbes. Il faut comprendre donc des légumes feuilles ou des plantes aromatiques, des pois, des fèves. Donc nous retrouvons les légumineuses, et tout cela a évidemment un rôle important dans le cadre d'une alimentation d'une ville qui est privée de son approvisionnement extérieur. Cette image se retrouve également dans cette expression boucherie des misérables, qui est un terme qui permet de définir notamment les légumineuses. C'est-à-dire que les contemporains qui ne connaissent pas la notion de protéines végétales avaient quand même conscience que les légumineuses jouaient un rôle essentiel dans l'alimentation quotidienne.
Alors, cette importance des légumineuses, on la voit très bien dans ce tableau d'Annibal Carrach, qui est un peintre italien, Italie du Nord. Ce tableau donc est aujourd'hui intitulé Le mangeur de haricots. On voit dans une auberge un homme misérable. On voit la pauvreté, notamment au trait de son visage. On voit que cet homme a connu la faim, qu'il a faim et qu'il cherche à se rassasier. Et il est en train de consommer une écuelle de coco à huile noire. Donc, il s'agit de dolique. Il ne s'agit pas ici de haricots hein, d'origine américaine, mais d'une légumineuse plus ancienne qui existe dès l'Antiquité en Occident, les doliques. Et on voit également la position de sa main sur du pain qui montre bien cette attitude de quelqu'un qui a connu la faim, qui tient fermement son morceau de pain parce qu'il veut se caler l'estomac. Et à l'arrière-plan, vous avez un croisillon. Alors, le croisillon, à la fin du XVIe siècle, évoque une dimension christique, mais pour un historien aujourd'hui, ce croisillon évoque également les croisillons d'une prison et peut évoquer les prisons alimentaires de longue durée qui avaient été théorisées par l'historien Fernand Braudel. Les prisons alimentaires de longue durée, ce sont les denrées alimentaires dont on ne peut pas se passer parce que techniquement, on n'a pas d'autres moyens et les légumineuses, comme les céréales, appartiennent à ces prisons de longue durée. Vous avez à côté du bol de légumineuses, du pain, et on retrouve une association légumineuse-céréales qui est particulièrement intéressante d'un point de vue diététique. Toutes les grandes civilisations se sont développées grâce à une association entre une légumineuse et une céréale. Pensez en Asie au soja et au riz, par exemple. Là, ici, hein, nous avons donc une légumineuse qui va apporter les protéines végétales et les céréales qui vont apporter les fibres. Donc, un régime qui, d'un point de vue diététique, est un régime qui a des atouts, des bienfaits. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nos ancêtres ont consommé des légumineuses, mais il n'en demeure pas moins que les contemporains espérait manger quelque chose d'autre. Vous avez au premier plan une tourte de blettes à la manière de Bologne, qui est à la fois une façon d'indiquer une autre manière de préparer les légumes, mais également une signature de ce peintre. Ce peintre vient de Bologne. C'est une façon hein, de noter, de signer en quelque sorte son origine géographique. Il n'en demeure pas moins donc que les légumes sont associés à la pauvreté du jardin et non pas à la richesse du marché. Et cette image de pauvreté a été confortée par l'Église, par l'enseignement de l'Église, et notamment le calendrier alimentaire que l'Église va imposer en Occident. Dans le cadre du christianisme, il n'y a pas de tabou alimentaire absolu, mais il y a des tabous alimentaires calendaires, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de l'année où l'Église interdit la consommation de viande. Elle interdit la consommation de viande parce que la viande renvoie à la bonne santé économique, à la bonne santé sociale, à la bonne santé physiologique. Elle renvoie à la virilité, à la puissance. Et dans des périodes de pauvreté, des moments où l'Église veut imposer une privation, c'est la viande qui est retirée. Et lors des jours dits maigres, donc ce sont les légumes hein, qui sont mis en avant à la table de la population, légumes associés aux poissons, mais le fait que la richesse soit associée à la viande dévalorise les légumes, notamment pendant la période du carême. Les légumineuses sont largement associées à la privation du carême ou aux privations des communautés ecclésiastiques. Il y a à peu près, sous l'Ancien Régime, 150 jours maigres dans l'année, hein, 150 jours où la viande est interdite. Cette image de pauvreté associée aux légumes, on la voit très bien dans un certain nombre d'expressions, comme en faire ses choux gras, qui veut en dire en tirer bénéfice, le bénéfice étant marqué par le gras. Et ici, il faut comprendre de la graisse d'origine animale, du beurre ou du lard. On retrouve ces expressions au XVIIe siècle,
faire ses pois au lard. Cela vient à propos comme lard en pois. Ce n'est pas tout que les choux, il faut encore de la graisse, qui sont des expressions du XVIIe siècle et qui sont formées exactement comme en faire ses choux gras. Les pois légumineuses et le chou renvoyant à la pauvreté, le lard, donc la viande, il faut imaginer un lard bien gras, et la graisse renvoyant à la prospérité, à la richesse et à ce goût pour le gras. On est dans une société qui est lipophile, hein, et cette société lipophile qui aime le gras, c'est un élément caractéristique de l'humanité de la préhistoire jusqu'au XXe siècle, hein. Une société qui est avant tout lipophile. On retrouve cette idée au XIXe siècle, des choux sans huile donnent-les au diable, ou dans l'expression du second 19e siècle, qui est encore aujourd'hui présent, qui est mettre du beurre dans les épinards. Mettre du beurre dans les épinards, on retrouve, hein, le principe de la pauvreté du légume et la richesse du beurre. Les épinards étant un légume caractéristique du carême, hein. Les épinards, on peut en avoir en mars, en février-mars. Et les épinards étaient un légume très présent lors du carême. Le beurre permet de rajouter un peu de douceur et de plaisir dans la consommation des épinards. Cet élément se retrouve très bien dans le roman de Zola, L'Assommoir, qui est un roman construit en deux grandes parties. La première partie, c'est l'ascension de Gervaise, et l'ascension de Gervaise va être couronnée par un repas, un repas de fête qui va être marqué par la viande, par la chair, notamment par une dinde bien, une noix, pardon, une noix bien grasse, une noix qui va être avec fierté montrée à tous les clients de Gervaise, et se pose la question des légumes, hein. Quels vont être les légumes qui vont pouvoir accompagner cette oie bien grasse? Et on se met d'accord pour des petits pois, mais des petits pois au lard, évidemment. Alors, la présence de la graisse avec les légumes nous montre bien qu'il y a une vraie cuisine du légume, hein, qu'il y a une vraie cuisine du légume qui existe déjà à l'époque médiévale, que l'on peut voir par exemple dans un plat typiquement médiéval qui est le haricot de mouton. Le haricot de mouton, c'est du mouton avec des navets. Haricot vient du verbe français, d'ancien français haricoter, qui veut dire couper en petits morceaux. Et donc, cette viande de mouton coupée en petits morceaux était associée avec des navets. On retrouve l'importance de ces légumes racines dans cette recette qui est donnée par Nicolas de Bonnefond dans Les Délices de la campagne, qui est un livre de cuisine du XVIIe siècle. Et dans ce livre de cuisine, Nicolas de Bonnefond donne des recettes de raves, donc de légumes racines, en précisant qu'il y a un peu de regret d'en parler parce que pour lui, c'est, je cite, une viande grossière. Viande veut dire aliment. Encore au XVIIe. Grossière, ça veut dire que c'est quelque chose de paysan, qui est adapté à ce monde qui est totalement déprécié. Et ici, il prendra l'exemple des paysans du Limousin. Mais ce qui est particulièrement intéressant pour l'historien, c'est que là, on va nous donner des recettes paysannes, ce qui est quelque chose de très rare, hein, pour l'époque médiévale et l'époque moderne d'Ancien Régime, que d'avoir des recettes paysannes. On nous précise bien qu'il existe plusieurs recettes. La première, donc, c'est faire bouillir dans le pot. Il l'appelle cartella, donc il y a un nom et il y a une cuisson. C'est la recette la moins prestigieuse. C'est la recette la plus pauvre, la plus facile à faire dans cette cuisine du pot. Donc, il se rapproche de la soupe. Quand ils la font cuire qu'avec l'eau et le sel, c'est du rondéo. Donc là, on ajoute du sel, donc il y a un supplément de goût. Le sel dit la cuisine dans dans le monde occidental. S'il la rôtisse sous la braise, troisième recette, il la nomme longbolé. Et lorsqu'il la fricasse dans la poêle avec le beurre, troisième recette, c'est la rave fricassée qu'ils servent au bout par excellence comme le plus précieux mets de tout le festin. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 4 recettes pour la rave, ce qui montre bien qu'on n'a aucun problème pour consommer des légumes racines, mais qu'il y a une préférence gustative pour la rave qui va être fricassée avec du beurre dans la poêle. Si on va du côté des élites, la puissance sociale, c'est la viande, dès l'Antiquité tardive, hein. Tout le Moyen Âge, l'époque moderne, le 19e siècle, la puissance sociale des élites, c'est la viande, la quantité carnée. Néanmoins,
on s'aperçoit que vous avez, au moment de la Renaissance, un engouement pour les légumes. C'est un élément qui avait été montré par l'historien Jean-Louis Flandrin, un grand historien de l'alimentation de la seconde moitié du XXe siècle, qui avait calculé le nombre de légumes différents cités dans le titre des recettes, en partant du principe que si un ingrédient est indiqué dans l'intitulé d'une recette, c'est que l'ingrédient est prestigieux. Il avait ainsi dénombré 24 légumes différents pour les recettes françaises médiévales, donc 14e, 15e, 29 pour le 16e, 51 pour le 17e, 57 pour le 18e. On voit bien que le décrochage est entre le 16e et le 17e, et cela donc renvoie à un engouement nouveau pour les légumes que l'on explique par une influence italienne. L'Italie, dans le cadre occidental, a l'originalité d'avoir conservé une vraie cuisine du légume, contrairement aux autres pays occidentaux. Et au fin 15e, 16e, avec les contacts avec l'Italie, il y a cet engouement à la fois pour l'entretien d'un jardin fruitier potager associé à la villa, associé à la maison des champs, et un engouement pour la consommation de ces légumes. Mais pas n'importe quels légumes. Ce ne seront pas les légumes paysans, ce ne seront pas les légumes de garde, ce ne sont pas les légumineuses, ce ne sont pas ces légumes bourratifs qui en plus produisent des vents, mais un engouement pour des légumes considérés comme délicats, car non roboratifs, car considérés comme légers. Par exemple, les asperges, par exemple, l'artichaut, également les salades qui vont être particulièrement recherchées, parce que les salades vont pouvoir accompagner le rôt, la pièce de viande du repas. Salade qui normalement doit être consommée fraîche. C'est également un engouement pour les champignons, hein, notamment les champignons pour les farces, pour les sauces. Vous avez ainsi donc un certain nombre de légumes qui vont être privilégiés. Également tous les légumes primeurs, les petits pois primeurs frais sont un légume de la distinction sociale. Le petit pois sec, lui, au contraire, est un légume de pauvreté ou de pénitence alimentaire. Vous avez, au regard des résultats de Jean-Louis Flandrin, un frontispice des listes de la campagne sur lequel on retrouve quatre domestiques. Nous sommes dans une maison des champs. Vous avez un premier domestique qui sort de la cuisine et qui porte une volaille lardée. Cela renvoie à la séquence du rot. Le rot, c'est le nom de la séquence qui propose la viande dans le repas dit à la française. Vous avez un autre domestique qui porte un pâté, c'est-à-dire une pâte à l'intérieur de laquelle vous avez une farce, ce que aujourd'hui on appellerait un friand. Nous avons cette image-là donc du pâté. Vous avez un jardinier et un quatrième domestique qui porte des bouteilles de vin. Vous avez ici une définition d'un bon repas à la française, qui est un repas carné, la viande et le pâté, si on est un jour gras, mais également le jardinier qui va sortir des communs. On voit qu'il est muni d'une bêche et d'un râteau. Il va aller dans le jardin fruitier potager qui accompagne obligatoirement une maison des champs afin de récupérer les aromates essentiels pour le fond de cuisson de cette nouvelle cuisine française, à savoir ce que nous appelons aujourd'hui le bouquet garni. Il va également rechercher les légumes qui vont être servis, notamment lors des entremets, et les fruits qui vont être servis lors de la dernière séquence du repas à la française, que l'on appelle le fruit, si on est chez le roi ou chez les puissants aristocrates, ou que l'on appelle le dessert si nous sommes dans un milieu bourgeois. Il apportera également les salades nécessaires pour accompagner l'euro. Donc, on a un lien très net entre la cuisine et le jardin, un élément que l'on voit très bien si on prend l'année 1651 avec deux livres particulièrement importants
et pour l'histoire du jardinage et pour l'histoire de la cuisine française. Vous avez Le cuisinier François qui est publié en 1651, qui est le premier témoignage imprimé d'une nouvelle cuisine française, hein, qui est en gros l'ancêtre de la cuisine française actuelle. Et vous avez Le jardinier François, qui est un traité de jardinage moderne qui rompt avec la littérature de secret telle que on pouvait encore la percevoir au XVIe et dans la première moitié du XVIIe siècle. Et les deux sont liés. La cuisine française a besoin du jardin pour pouvoir élaborer les plats qui seront servis aux convives. Et on peut souligner que les deux titres ont en commun l'adjectif François. François qui renvoie au nord de la Loire, donc nord de la Loire et le bassin parisien, qui est le cœur du pouvoir dans la France d'Ancien Régime. C'est là que vous avez le pouvoir économique, c'est là que vous avez le pouvoir politique, c'est là que vous avez le pouvoir culturel, et on voit bien que c'est un modèle de civilisation qui est porté ainsi, qui se repose notamment sur la table et sur l'entretien d'un jardin fruitier potager. Donc, le légume peut être aussi un signe de plaisir, peut être aussi un signe de distinction sociale et d'appartenance à un monde qui est convaincu de sa supériorité sociale. Cela donc s'inscrit dans le paysage par la construction et l'entretien de vastes jardins fruitiers potagers. Vous avez un exemple archétypal au XVIIe avec le potager du roi à Versailles. Donc, là, vous avez une gravure de la fin du XVIIe siècle avec donc ces chambres à fruits. Et c'est un élément qu'on retrouvera au XIXe et encore au premier XXe siècle dans les milieux de la bourgeoisie, tels qu'on peut le voir avec les jardiniers de Gustave Caillebotte et qu'on retrouvera dans la seconde moitié du XXe ou au début du XXIe siècle dans les jardins potagers de villégiature, où on s'inscrit un peu dans cette tradition. Cette image qui change donc des légumes se voit bien dans un nouveau mobilier culinaire qui s'impose dans les cuisines et qui marque la modernité. Donc dans ce tableau, hein, vous avez une cuisine aristocratique qui vous est représentée. Au fond, on a un tourne-broche mécanique qui renvoie bien à l'importance de la viande. De l'autre, au premier plan, vous avez le potager, en gros l'ancêtre du piano. Vous avez plusieurs fourneaux au même niveau, hein, pour la cuisson. Et ce nouveau mobilier de cuisson, on l'a appelé un potager, qui montre bien que le jardin potager est central dans cette nouvelle cuisine. Néanmoins, on remarquera que la femme en cuisine est représentée euh, assise au sol, à train donc d'éplucher des légumes, quasiment invisibilisés, alors que les hommes, eux, sont debout, à train de préparer la volaille. Donc, on voit bien qu'il y a quand même encore une différence entre les légumes et la viande. Donc, dans ces repas des élites, si on prend le repas dit à la française, hein, qui va se maintenir jusqu'au 19e siècle, vous avez plusieurs séquences avec à chaque fois plusieurs plats qui sont servis. La première séquence s'appelle le potage parce que le plat vedette est la soupe. Et donc, on retrouve évidemment des légumes lors du potage. Les légumes, on va les retrouver en accompagnement du rôt. C'est là où vous avez des salades qui sont servies. Les salades, il faut comprendre un assortiment de plusieurs variétés de salades, mais également associées à des fleurs, associées à des petits légumes pickles, comme des petits cornichons, mais également des agrumes. L'objectif étant de raviver les papilles pour permettre aux convives d'aller jusqu'au bout du repas. Donc, il y a une utilisation stratégique de la vinaigrette de la salade et parfois de l'amertume de quelques feuilles de salade ou de feuilles ou de fleurs pour pouvoir aller plus loin dans le repas. On retrouvera des légumes servis au moment des entremets. Donc là, entremets dans le sens d'entremets du 17e, 18e, c'est là où on va retrouver des petits pois, c'est là où on va retrouver des artichauts, des asperges, etc. Et également donc des végétaux avec les fruits. Dans ce rapport au végétal, vous allez avoir une modification à l'époque contemporaine
même si la viande reste un primat absolu pendant tout le 19e et une grande partie du 20e siècle, vous avez une nouveauté qui se développe en Occident, qui est l'apparition d'un idéal végétarien. D'un idéal végétarien, c'est pas la première fois que on voit le développement d'une alimentation végétarienne dans l'histoire de l'humanité, mais l'idéal végétarien que nous connaissons au XXIe siècle, ses racines, elles viennent du XIXe, et on voit comment on est passé d'une forme de puritanisme à l'écologie. Donc, dans un premier temps, vous avez un idéal végétarien qui est très proche du puritanisme et qui naît dans le monde anglo-saxon avec en 1847 une première société végétarienne qui est créée en Angleterre. En France, pour avoir une première société végétarienne, il faut attendre 1881 et qui tourne autour à la fois donc de cette notion donc, puritaine. Il faut garder à l'esprit que dans cette société chrétienne, la viande est considérée comme une forme de déchéance de l'homme, puisque Adam et Ève sont végétariens, ils ne consomment que des fruits et légumes. Dans le récit biblique, la consommation de viande n'a été autorisée à Noé que après le déluge, et c'est considéré comme une forme de marque, de signature en quelque sorte de déchéance de l'homme. Et donc, pour régénérer l'homme, on pense qu'il faut développer une diète végétarienne. Derrière se pose également, si on prend par exemple Léon Tolstoï avec son texte sur la première étape, déjà la question aussi du bien-être animal, de la maltraitance animale, avec la question des abattoirs. Cet idéal végétarien, donc très proche du puritanisme, on va la retrouver dans la théorisation de la diète crétoise qui est théorisée par des chercheurs nord-américains au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui repose en fait sur une observation d'une société qui repose sur la pénurie, qui rêverait de manger de la viande, mais dans la diète crétoise, on explique qu'on aurait une alimentation saine, marquée par l'importance des légumes et du poisson et la faible présence de la viande. Et en plus, comme on est en Crète, on n'est pas très loin de la Méditerranée orientale, on n'est pas très très loin de la Palestine, et donc on n'est pas très loin de l'origine alimentaire des premiers hommes dans une lecture puritaine. Cette image de diète crétoise va être reprise et popularisée dans les années 1990 par le régime méditerranéen ou la diète méditerranéenne, qui va être notamment portée par la presse, notamment par la presse féminine. Et pour terminer ce rapide survol de l'histoire de la consommation des légumes, la fin du XXe siècle et début du XXIe siècle dans le monde occidental va être marquée par la mise à mal du primat absolu de la viande. Hein, dans la longue histoire que l'on a tracée depuis le Moyen Âge, on a vu que les légumes étaient quand même très souvent par défaut viande du pauvre, mais que l'importance, c'était quand même la viande. Or, cette question de la viande et de la consommation de la viande en Occident va être mise à mal par euh, trois points. Tout d'abord, l'écologie politique. Hein, l'écologie politique qui se développe en Occident à partir des années 1970 et qui très tôt va pointer la surconsommation de viande et des effets de la viande, de l'élevage bovin sur l'environnement, notamment ce livre de 71, A Diet for a Small Planet, qui va être un énorme succès du côté notamment nord-américain. Donc, vous avez ce développement autour de l'écologie politique qui condamne une surconsommation de viande. À cela s'ajoute la question de la fin de vie animale et notamment de l'abattage des animaux avec donc toute une réflexion sur le bien-être ou la maltraitance animale avec une condamnation, là encore, de consommation de viande. Et cette condamnation de consommation de la viande va se retrouver également dans le discours diététique qui souligne que
Consommer trop de viande serait également mauvais pour le corps, pour la bonne santé. Et c'est dans ce cadre-là que vous avez notamment le développement de campagnes de santé publique qui met en avant l'importance des fibres, l'importance des légumineuses, des protéines végétales. Et on peut, par exemple, prendre en compte le programme 5ED qui a essayé de promouvoir l'idée de consommer 5 fruits et légumes par jour, avec parfois une incompréhension de ce qu'il fallait entendre par 5 fruits. S'agit-il de portions ou d'un fruit? En tout cas, derrière, vous avez tout un discours diététique qui a parfois du mal à mettre en avant la notion de plaisir autour de ces fruits et légumes, mais qui met davantage en avant la notion de santé et donc qui parfois peut être un petit peu culpabilisant comme discours. Et pour terminer, cette fin du primat absolu de la viande va marquer l'essor des alimentations dites particulières que l'on peut voir dans ce dessin publié dans The New Yorker, où vous avez donc le dernier Thanksgiving, où vous avez donc une famille de regroupés autour d'une table et on voit qu'au milieu de la table, il manque quoi? Il manque la dinde qui va être partagée entre les convives et elle n'existe plus tout simplement parce que tous les convives ont une alimentation particulière. Et parmi ceux qui ont une alimentation particulière, donc concernant les légumes, on va retrouver un végétarien et un vegan. Et ce tableau, ce dessin, en fait, nous pose une question qui est la question de la convivialité, du partage, de la dimension festive. Est-ce que les légumes peuvent remplacer la viande dans une logique festive qui repose notamment sur le partage? Il est plus facile de partager une dinde que de jouer ce partage avec un plat de légumes. Je vous remercie de votre attention.